Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous partons à Lisbonne, la capitale du Portugal. Climat idéal, chômage en baisse. Le Portugal présente actuellement de nombreux atouts et vit une relance économique. Nous allons découvrir tout cela en présence de nos invités. Bonjour Baptiste Jauvert, vous Enchanté. êtes français installé à Lisbonne. Oui. Également avec moi Cécile Gonçalves, pardon. Vous êtes directrice associée à Maison au Portugal. Oui, bonjour. Et également avec moi Paul Almeida, vous êtes avocat chez Del Sol Avocat. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cette émission, je souhaiterais faire un point sur l'économie à Lisbonne et le climat des affaires qui est en plein boom. Alors quels sont les atouts de ce pays actuellement? Est-ce que le Portugal est une exception européenne? Alors les différents atouts, le Portugal a différents atouts. Sur le plan économique et du point de vue du business, le Portugal dispose d'une fiscalité très intéressante pour les entreprises. Le taux de l'impôt sur les sociétés y est de 21%. Le Portugal dispose également d'une main-d'œuvre globalement assez bien qualifiée et dont le coût est très compétitif en fait par rapport à ses voisins européens. Ensuite, il y a d'autres atouts sur un plan plus personnel. Le pays présente une réelle qualité de vie. C'est un pays très agréable. C'est un pays qui, en termes de sécurité également, figure parmi les pays les plus sûrs au monde. Il y a vraiment un réel sentiment de sécurité dans le pays. Cécile Gonçalves, je ne vais pas y arriver. Parce qu'en français, on dit Goncalves et en portugais, on dit Gonçalves. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, j'hésite entre les deux. D'accord, très bien. Mais écoutez, je ne vais pas vous exiger la version portugaise qui est Gonçalves. D'accord. Voilà. Alors moi, je dirais que pour rebondir sur les propos, effectivement, au niveau, nous, de nos clients à Maison en Portugal, ce qu'on sent, c'est des gens qui sont en recherche d'une nouvelle vie et d'avoir une qualité de vie supérieure. Donc tout en restant en Europe. Et effectivement, je pense que le Portugal réunit un peu les atouts dont on vient de parler, la sécurité, mais aussi l'aspect du climat, le bien recevoir et d'être bien reçu aussi au Portugal. Et dans un climat d'affaires qui est assez favorable en ce moment et avec de bonnes opportunités aussi bien pour les entreprises que pour les privés. Baptiste Jauvert, vous constatez que beaucoup de start-up délocalisent actuellement au Portugal? Effectivement, parce que toutes les startups qui peuvent être créées en France et tout ça, ils ont des charges sociales qui sont assez conséquentes. Et aujourd'hui, comme le Portugal, il y a le Web Summit qui se fait. C'est En novembre? Ouais, ça se fait en novembre. Depuis 2016, avant c'était à Dublin. Et donc c'est vrai qu'au niveau de la main-d'œuvre qui est qualifiée, je sais qu'en France, tout le monde ne parle pas anglais. Au Portugal, on parle anglais, portugais, français, espagnol. Donc ça fait qu'après, même si pour quelqu'un qui veut se lancer, au niveau économique, c'est vrai que les charges sociales seront moindres. Et aussi, la main-d'œuvre sera performante et moins chère aussi. Alors, je vous propose d'écouter Laurent Marionnet, qui est directeur de la Chambre de commerce luso-française, nous parler des secteurs porteurs. Alors, le climat des affaires aujourd'hui au Portugal est plutôt toujours favorable. Le Portugal est toujours dans les radars de l'économie européenne, avec des résultats qui sont plutôt bons pour les 6 premiers mois de l'année. Et on espère que pour l'avenir et 2020, ça va durer toujours. L'immobilier toujours porte l'économie, le secteur du tourisme, mais il y a une reprise aussi dans le secteur de l'industrie, dans à peu près tous les secteurs industriels où on sent vraiment une reprise des investissements et une reprise aussi de l'économie globale en général. Quels sont les secteurs porteurs, monsieur Almeida, au Portugal actuellement? Alors peut-être le secteur le plus visible, c'est le tourisme, où effectivement le nombre de touristes croît de manière très régulière au Portugal. Et il y a également d'autres secteurs comme l'automobile, notamment dans le secteur de la sous-traitance. Et il y a également des industries qui avaient quitté le pays et qui sont en train de revenir progressivement, notamment des industries dans le textile qui était parti dans les pays d'Europe de l'Est et qui progressivement retourne au Portugal.
Parmi les investissements français, il y a Vinci qui vient de signer un accord avec le gouvernement pour un nouvel aéroport. Effectivement, c'est vrai que c'était compliqué avec l'afflux de touristes qu'il y a eu après le printemps arabe où effectivement les Français sont dirigés tout de suite vers Lisbonne. L'aéroport actuellement il est un peu encombré. Donc c'est vrai que là ils vont faire un nouvel aéroport à Montijo qui se situe à 25 km de Lisbonne. Donc c'est prévu, je crois que c'est 2026. Donc c'est vrai que ça va être important pour l'économie, le business, le tourisme. Et c'est vrai qu'on retrouve, comme disait monsieur, l'industrie qu'on a perdue par exemple en France. Je vais faire la comparaison qu'on a perdue depuis 40 ans. Il se retrouve au Portugal. Il y a aussi beaucoup de call centers. Les call centers qui étaient beaucoup dans le pays du Maghreb, quoi que ce soit. Mais il y avait une qualité qui était différente. Et ici, on arrive à trouver une qualité et compétitivité au niveau du tarif aussi. C'est ça qui est important, je trouve. Alors, un des points alléchants, c'est la fiscalité. Oui, pas le seul. Est-ce que c'est un Eldorado pour les retraités ? Alors, ça peut l'être effectivement, notamment pour les retraités français. Le Portugal a mis en place, dans les années 2010, un programme qui s'appelle le statut de résident non habituel et qui, en synthèse, prévoit une exonération des pensions de retraite qui sont perçues par les personnes qui viennent s'installer au Portugal. Ce régime, bien évidemment, est soumis à certaines conditions. Les deux principales, c'est d'être résident fiscal au Portugal, c'est-à-dire habiter au Portugal au moins 183 jours par an, ou bien y disposer d'une habitation permanente. Et c'est également de ne pas avoir été résident fiscal au Portugal pendant les 5 années qui précèdent l'arrivée au Portugal. Et donc effectivement, pour les retraités français, et notamment en raison des dispositions de la convention fiscale entre la France et le Portugal, les retraités français qui bénéficient d'une pension de retraite privée bénéficient effectivement d'une exonération d'impôt à raison de ces pensions de retraite. Mais là encore, il faut faire attention parce qu'effectivement, pour bénéficier de cette exonération, comme je viens de l'indiquer, il y a certaines conditions à remplir et il faut également être bien conseillé parce que il est important également de se ménager des revenus de source portugaise pour être imposé au Portugal et pour pouvoir revendiquer l'application de la Convention. Baptiste Jauvert, quelle est votre situation ? Moi, actuellement, je suis à Lisbonne depuis 2 ans et demi. Et moi, c'est vrai que je suis imposé comme toute personne au Portugal. Donc, il est vrai que je ne fais pas partie des gens qui sont exonérés ou quoi que ce soit, des retraités. Donc, c'est vrai qu'après, au niveau de la fiscalité, il y a un système qui a été mis en place après 2015, quand le président a été élu. C'est l'impôt à la source qu'on est en train de mettre en place en France. Et ça marche d'une fonction où on est prélevé sur notre salaire. Par rapport, il y a des paliers et il y a un certain pourcentage. Et c'est vrai qu'au niveau des impôts, pour quelqu'un qui ne bénéficie pas de ces exonérations, des retraités ou quoi que ce soit, c'est pas un Eldorado pour moi en tout cas. Enfin, je l'espère un jour, mais pour moi en tout cas, c'est pas un Eldorado. On va dire que c'est comme la France. Le Portugal n'est pas un paradis fiscal. Voilà. Par contre, effectivement, en termes de coût de vie, le coût de vie est plus bas. Donc, effectivement, c'est au-delà du gain fiscal qu'on a, c'est aussi de pouvoir maximiser ses revenus, en fait. Donc, on peut faire beaucoup plus au Portugal avec beaucoup moins. Voilà. Voilà. La fiscalité des entreprises ? Alors, la fiscalité des entreprises, comme je l'indiquais en introduction, est relativement favorable. On a un taux d'impôt sur les sociétés qui est de 21%. On a également, le Portugal est parfaitement intégré de ce point de vue-là dans l'Union européenne, dans le sens où vous allez retrouver au Portugal, pour ce qui concerne la fiscalité des entreprises, les grands principes qu'on retrouve dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, avec la possibilité, par exemple, de bénéficier d'un régime de consolidation fiscale. Je ne veux pas rentrer dans les détails, des dispositifs assez intéressants en ce qui concerne l'implantation
création de sociétés holding au Portugal avec une exonération de dividendes sous certaines conditions. Donc effectivement, du point de vue des sociétés, le Portugal est un pays très intéressant sur le plan fiscal. Je vous propose de regarder une vidéo de Laurent Marionnet, qui est directeur de la Chambre de commerce luso-française et qui va nous parler des précautions à prendre pour s'implanter au Portugal. C'est vrai que le Portugal est peut-être un peu victime de son succès. On s'imagine que le Portugal est un pays facile. On reste en Europe. Malgré tout, l'administration portugaise est une administration qui peut parfois être assez compliquée à comprendre. Et il arrive que des entreprises soient un peu mises en difficulté parce qu'elles prennent beaucoup de retard dans leurs projets à cause d'obtention de licences, par exemple. Ça, on n'a pas ça en France, des licences d'activité pour des entreprises qui sont peut-être un peu dures à obtenir. Et ça, il faut l'anticiper dès le début. Est-ce que le Portugal est victime de son succès ? Alors peut-être du côté français, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui s'installent actuellement et je ne doute pas que la Chambre de commerce reçoive de nombreuses demandes. Pour rebondir, je dirais qu'il faut, au Portugal, tout comme en France et partout ailleurs, avoir un projet consolidé quand on s'y installe. Effectivement, l'administration est assez lente. Et après, étonnamment, on a certains dispositifs au Portugal, comme créer son entreprise en 24 heures, qui est possible. Mais effectivement, ne pas sous-estimer le temps des délais de permis. Et nous, on voit ça beaucoup avec l'immobilier notamment. Donc, sans ça, on est globalement sur des mêmes logiques, aussi bien économiques comme... on va dire légales en France, mais quand on s'installe dans un pays et qu'on n'en connaît pas les subtilités ni la langue, il faut évidemment être conseillé par des experts. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Alors, des pièges à éviter, la première recommandation, c'est effectivement d'être bien accompagné. Et de ce point de vue-là, comme le disait Cécile, la Chambre de commerce et d'industrie luso-française que dirige Laurent Marionnet est un premier relais important pour les entreprises françaises qui veulent s'installer au Portugal. Ensuite, effectivement, les pièges à éviter, c'est d'aller trop vite, c'est de ne pas préparer son business plan, c'est d'arriver en terrain conquis, alors qu'effectivement... même si le Portugal est très proche d'un point de vue culturel de la France, il y a des différences. Il peut y avoir de la barrière de la langue, même si effectivement les Portugais en général sont bilingues, voire trilingues. Et effectivement, ensuite, mais à l'instar de ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays, il faut être prudent, notamment quand on démarre un business et effectivement être prudent. Est-ce que la justice fonctionne bien ? La justice, elle fonctionne bien, mais elle peut être très lente, effectivement. Moi, récemment, je discutais avec des confrères portugais qui étaient assez ébahis par les délais de la justice française, qui pourtant n'est pas forcément réputée pour sa célérité, mais effectivement, la justice portugaise peut être un frein, ou en tout cas, sa lenteur peut être un obstacle. D'autres délais ? Des délais de paiement, par exemple ? Est-ce que ça existe ? Alors oui, il y a une réglementation qui, normalement, pour les délais de paiement, c'est vrai qu'ils peuvent être un peu dépassés. Il faut faire attention avec qui on fait des affaires et puis ne pas hésiter à faire appel à des crédits comme COFAS pour analyser les fournisseurs et les clients. Alors on va écouter Thomas Dargon da Silva Dias qui nous parle des différences culturelles entre les Français et les Portugais. Donc les différences culturelles entre nos deux pays. Tout d'abord, la vie au Portugal, à Lisbonne, est bien plus cool, bohème. On a une forme de dolce vita à Lisbonne qui est très appréciable. Après, il y a aussi le revers de la médaille, c'est bien plus cool, donc c'est moins pressé, c'est un peu plus lent, les gens arrivent plus facilement en retard et on remet assez facilement à demain. Donc ça peut être un peu déstabilisant quand on est habitué aux normes sociales françaises. Ensuite, les Portugais sont beaucoup plus expressifs, beaucoup plus francs, beaucoup plus bruts et directs que les Français, ça c'est indéniable, donc voilà, faut faire attention.
Baptiste Jauvert, vous souhaitez réagir? Alors, je souhaite réagir à la vidéo parce que moi, je trouve que la différence culturelle, elle est moindre. Elle est vraiment moindre par rapport à la France. Parce que s'il y a autant de Français qui réussissent, s'il y a autant de Français qui s'expatrient au Portugal, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que au niveau culturel, c'est vraiment semblable. C'est vrai qu'en plus, on peut retrouver au Portugal le côté humain, le côté chaleureux, qu'on a peut-être du mal à retrouver dans certains domaines en France maintenant, dans certaines villes. Donc après, effectivement, on parlait des administrations, c'est vrai que c'est un peu plus, on va dire, certaines fois plus lent ou quoi que ce soit. Mais après, moi, je trouve que la différence culturelle, elle est moindre et c'est pour ça qu'il y a autant de Français qui s'adaptent bien à la vie à Lisbonne, en tout cas. Cécile Gonçalves, vous êtes franco-portugaise. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les Français et les Portugais, plutôt que des différences? Alors, il y a beaucoup de similitudes. Je dirais même que parfois, je trouve qu'on a plus de similitudes avec les Français qu'avec nos voisins de frontière, l'Espagne, par exemple. Il faut savoir que le Portugal est pluriel, également. Je serais curieuse de savoir si ce jeune homme n'habite pas dans le Nord quand il dit que les gens sont plus francs. Quelqu'un du Nord est beaucoup plus direct. Quelqu'un de la région de Lisbonne sera un peu plus formel. Il est à Lisbonne. Ah oui, il est à Lisbonne, donc écoutez, mais effectivement, vous retrouvez pas la même façon d'être. Il y a une grande base identique, mais c'est vrai que les gens du Nord sont un peu différents des gens du Sud. Donc voilà, après différence culturelle en soi, il n'y a pas de grand choc culturel. Je dirais que peut-être une différence peut-être au niveau de l'humour, il y a un petit peu moins d'ironie. Et puis aussi au niveau, un sentiment de hiérarchie un peu plus installé et établi au Portugal qu'en France. Mais sachant que les Portugais sont extrêmement compréhensifs et tolérants avec les gens qui s'installent, donc ils n'attendent pas du tout qu'un Français ait les subtilités du vouvoiement qu'aurait un Portugais, par exemple. Paul Almeida. Alors, c'est une société pacifique. Oui, les Portugais sont sympas. Plus sérieusement, en termes, sur une approche business, moi je vois deux différences. Une plus grande difficulté à dire non pour les Portugais, ce qui d'un point de vue business peut parfois être assez, en tout cas un peu déroutant. Et puis parfois également, je ne veux pas parler de retard, mais voilà, on prend davantage le temps de vivre au Portugal et voilà, les délais parfois peuvent être un peu débordés. Voilà. C'est une société traditionnelle également, un peu plus traditionnelle qu'en France. Alors pas vraiment, je dirais peut-être un peu plus traditionnelle dans le sens où il y a encore beaucoup d'attachement à la famille. Il y a des valeurs qui ont été maintenues maintenant. Vous êtes dans un pays trépidant qui est aussi à la pointe du digital. Il y a beaucoup... je ne pense pas que ce soit une société extrêmement traditionnelle. Alors, je vous propose de faire une pause et on se retrouve juste après pour parler de la vie quotidienne à Lisbonne. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à Lisbonne et on parle de vie quotidienne.
Baptiste Jauvert, quels sont les atouts de votre vie au quotidien à Lisbonne? Les atouts, comme je disais, c'est tout d'abord une situation géographique par rapport à la France qui est vraiment pas loin, c'est à 2 heures d'avion. Donc ça, c'est déjà un atout. Au niveau culturel, on en a déjà parlé, ça se ressemble. Et après, on va dire que la qualité de vie, c'est quand même ce qui est très important aujourd'hui. C'est que ce que je ressens de beaucoup de Français qui sont installés à Lisbonne, c'est qu'on se sent dans une capitale à taille humaine. Et des fois, on se sent un petit peu dans un village où on arrive à avoir à se sentir très bien. Et c'est vrai que le fait d'avoir des plages à 20 ou 25 minutes, le week-end, on arrive à décompresser. Et c'est vrai que là, on voit le bon vivre au Portugal. On parle effectivement du coût de la vie qui est moins cher. On va parler des sorties aussi. Effectivement, on a la possibilité de sortir pour beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que c'est très intéressant à ce niveau-là. Parmi les atouts, il y a aussi le climat, la gastronomie. Est-ce que vous en profitez? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de restaurants, et beaucoup plus en tout cas que quand on habite à Paris, je pense, en moyenne. Mais c'est aussi le fait de pouvoir sortir à 3 heures du matin et d'être seul dans n'importe quel endroit pratiquement de Lisbonne et ne pas se sentir menacé. C'est laisser ses enfants aller à l'école assez tranquillement. Il y a beaucoup cet aspect-là. Et puis l'aspect humain aussi, effectivement. Les gens ont cette douceur. Quand vous allez chez un marchand, il a toujours des mots doux pour savoir comment vous allez. Il y a cette préoccupation humaine qui est très agréable. Les transports, en revanche, sont de plus en plus chers. Est-ce que vous l'avez remarqué sur place? Effectivement, les transports sont de plus en plus chers. Il y a surtout des zones qui sont à desservir. Il y a certaines zones qui ne sont pas desservies. Mais après, en termes de transport, on retrouve le tramway, le métro, le bus. Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Avec le train qui relie Sintra, Cascais, qui relie des zones dans un périmètre de 50 km assez facilement. C'est vrai qu'il y a des améliorations à faire sur ça, mais je trouve que pour l'instant... Et en plus, effectivement, comme on est sur une taille à ville humaine, bien souvent, on marche. Voilà, il y a cet aspect-là aussi. Puis il y a les bateaux-bus, qu'on a oublié aussi, qui sont très agréables. C'est un panorama très sympa. Est-ce que c'est une ville festive? Si vous me regardez. Je ne sais pas, l'un des deux. Oui. Non, effectivement, c'est une ville très festive, très joyeuse. Et ce qu'on ressent, comme disait Cécile, qu'à 3 heures du matin, très honnêtement, on se sent en sécurité. On se sent en sécurité, les gens sont joyeux, les gens sont ouverts. On discute, même si on ne vient pas du même pays, on discute. C'est vraiment très chaleureux. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne ressent pas... je ne ressentais pas ça, du moins à Paris ou dans les... ville française. Vous sortez dans quel quartier? Je crois que Monsieur Almeida voudrait ajouter quelque chose. Alors non, moi je ne vais malheureusement que de manière très épisodique à Lisbonne, et effectivement, je confirme ce qui vient d'être dit. C'est une ville très agréable. Et les sorties? Dans quel quartier? Non, dans quel quartier? Il y a le quartier de Pink Street, de Bairro Alto, qui sont des quartiers plus pour les jeunes, entre 18 et 25 ans, on va dire. Et après, ce qui est bien à Lisbonne, c'est que comme le centre-ville est assez petit, pour moi, le bonheur, c'est quand je me rends dans un rooftop. On se rend dans un rooftop, on arrive dans un hôtel, on monte en haut, rooftop, et on a vue sur tout Lisbonne. Et on boit notre verre dans un prix raisonnable. C'est là où on se dit, on est bien à Lisbonne, on a envie de continuer. Mais effectivement, les soirées nocturnes, ce qui est bien, c'est surtout qu'on se sent en sécurité, on sent qu'on peut se balader effectivement à 3 heures du matin sans avoir de problème. On va continuer à parler des quartiers et du logement. Et tout d'abord, on écoute Jessie Guizonci nous parler du logement à Lisbonne. Bonjour Paris. Alors, le logement à Lisbonne. Moi, j'ai vu une grosse évolution depuis 5 ans. J'habite ici depuis 5 ans et lorsque je suis arrivé, il était possible de louer un T3 pour 500 €. Aujourd'hui, tout a changé. C'est devenu assez cher, les mêmes prix que les autres capitales européennes. Donc voilà, ce n'est plus très intéressant de vivre sur Lisbonne. Sinon, louer une chambre en fait. Et même les prix des chambres en fait augmentent d'année en année. Donc ça devient vraiment compliqué d'habiter sur Lisbonne en tant que tel. Il faut plutôt traverser le pont et donc habiter de l'autre côté en fait. Est-ce que le marché locatif est devenu difficile?
Alors oui, le marché locatif a toujours été difficile au Portugal parce qu'il est pratiquement inexistant. Les Portugais, même très jeunes, quand ils quittent le domicile, en général, ils achètent un bien financé par une banque. C'est plus cette logique-là. Et les lois de location étaient tellement défavorables aux propriétaires que finalement, il y avait très peu d'achats pour la mise en location. Aujourd'hui, les choses changent un peu, mais c'est vrai que d'un autre côté, on a de moins en moins de biens mis en location, puisque vous avez la concurrence des Airbnb, pour le centre historique en tout cas. Et puis, vous avez aussi le fait qu'il y a peu de biens et qu'effectivement, les prix sont plus importants. Donc, moi, je vois en tant à Maison au Portugal, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Ils avaient commencé à avoir une logique locative, de s'installer au Portugal en louant. Et puis finalement, au vu des biens qui sont proposés, ils préfèrent acheter puisqu'ils font un investissement. Finalement, après, le marché étant favorable en ce moment, les gens qui achètent aujourd'hui c'est des investissements qui sont encore sûrs. Donc la logique de propriété est quand même une logique, à mon avis, qui fait plus de sens au Portugal quand on peut avoir les moyens d'acheter. Après, la mairie a mis en place maintenant des programmes de location conventionnés. Il existe aussi maintenant des promoteurs qui s'intéressent à des produits structurés de studios, notamment pour les étudiants. Ça va prendre un petit peu plus de temps puisqu'en fait le marché va s'adapter à cette logique de location qu'ont maintenant les gens qui s'installent au Portugal. Le Portugal, il y a encore 5 années, était un pays confidentiel. Finalement, le marché était le marché pour les Portugais, pour la diaspora, les Portugais qui habitaient en dehors du Portugal et qui voulaient y investir, et très peu d'étrangers s'y installaient. Aujourd'hui, on est passé sur une autre dimension, et c'est une dimension qui va durer, au-delà de l'effet du statut fiscal, s'il disparaissait. Je pense qu'aujourd'hui, le Portugal est considéré comme une destination, tout comme, je ne sais pas, Barcelone par exemple, où on se projette au-delà des lois fiscales. Donc voilà, ça va changer. Baptiste Jover, est-ce que ça a été compliqué de trouver un logement sur place quand vous êtes arrivé ? Effectivement, dans mon cas, l'entreprise s'était chargée de me trouver quelque chose, mais j'ai effectivement beaucoup de connaissances qui ont du mal à trouver un logement, effectivement, parce que c'est vrai que c'est relativement cher, et le tarif d'une chambre ou d'un logement peut aller jusqu'à la moitié du salaire d'une personne. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que aussi c'est le fait, comme disait Cécile, le marché locatif n'a jamais trop existé au Portugal, surtout à Lisbonne. Et après, je pense qu'il y a des nouvelles zones à exploiter, comme Amadora, Odivelas, toutes ces zones qui sont aux alentours, qui sont à exploiter et qui vont permettre d'avoir des solutions pour les personnes comme Jessie, par exemple. Mais c'est vrai qu'en termes de pièges à éviter avant de venir s'installer à Lisbonne, si c'est une personne jeune et dynamique qui souhaite s'installer, qui n'a pas forcément des revenus élevés, c'est vrai qu'il faut surtout trouver un appartement rapidement parce que c'est très compliqué. Il faut tenir au courant les gens qui souhaitent s'expatrier à Lisbonne. À l'achat, quel budget faut-il prévoir ? Ça dépend des zones. Je dirais que si on regarde l'aire métropolitaine de Lisbonne, pour des biens neufs ou totalement rénovés, même avec des programmes dans piscine. On parlait de l'aéroport de Montijo, par exemple, tout à l'heure. Je dirais que quand on passe le pont et le fleuve Tage et qu'on va dans la péninsule de Setúbal, on peut arriver à trouver des programmes très intéressants en Bordeaux et de très bonnes accessibilités à Lisbonne. Je pense notamment à Seixal, à 16 minutes de Lisbonne, ou à Alcochete, où nous avons également des programmes qui sont à 20 minutes de l'aéroport, ou 20 minutes de Parc des Nações, pour ceux qui y travaillent, où nous sommes sur des prix au mètre carré entre 2 800 € du mètre carré jusqu'à 3 500 pour des appartements avec ascenseur, des grandes terrasses, la piscine donc commune, des jardins et une vue sur le fleuve. Donc voilà, ça en fait on a différents prix. Si on est vraiment sur le Lisbonne Centre, pour les quartiers on va dire les plus prestigieux comme peuvent être l'Avenue de la Liberté, le Chiado, Príncipe Real, sur des biens totalement rénovés, on ne parle pas de l'ancien puisque là il y a une grande disparité. On est environ sur des prix à 10 000 € du mètre carré, effectivement, pour les quartiers les plus chers, voire 12 000 pour certains quartiers et certains programmes très luxueux.
Mais bon, on a également des quartiers qui sont moins consolidés. Notamment, en ce moment, on a beaucoup de programmes qui voient le jour du côté de Intendant, qui se trouve juste à côté d'un métro ou de Hinge, où on est sur des prix à 5 000 € du mètre carré pour des très beaux programmes. Est-ce que vous avez des conseils aux Français qui souhaitent acheter à Lisbonne? Oui, venez nous voir Maison Portugal. Au niveau du conseil, je dirais que quand ils achètent dans l'ancien, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui achètent dans l'ancien, il faut être plutôt... il faut être bien conseillé et aller voir un avocat, je pense, parce qu'il y a des subtilités dans le marché de l'ancien, des propriétés qui ne sont pas forcément rénovées, des problèmes où la protection au niveau de la copropriété est moins importante qu'en France. Après, au niveau... quand on ne parle pas du tout portugais, c'est vrai que les Portugais parlent beaucoup anglais. Hein, donc, si on ne maîtrise pas l'anglais, il vaut mieux faire appel à soit donc, des avocats qui ont cette culture française ou une agence francophone. Et donc, d'où Maison Portugal. Voilà. Paul Amalda, vous voulez ajouter un autre conseil pour ces Français qui souhaitent acheter au Portugal? Alors, d'un point de vue, effectivement, l'achat d'un bien immobilier peut faire partie d'une stratégie plus globale de gestion du patrimoine. Et effectivement, ça peut être intéressant à la fois de consulter des avocats portugais et des avocats français, notamment si on parle de Français qui achètent à Lisbonne, pour optimiser la gestion et la transmission de cet immeuble à des héritiers. Ouais. Alors, on va regarder une vidéo sur le système de soins au Portugal. Bonjour Paris. Alors ici, le système de soins me semble être le gros problème. Il y a des centres de santé en fait par district, mais c'est des petites structures. Donc lorsqu'on a un besoin urgent de soins, il vaut mieux se rediriger vers l'hôpital. Et là, c'est vraiment problématique. Moi, dernièrement, je suis arrivé aux urgences. Il était 19h. Et j'ai dû attendre jusqu'à 3h du matin pour être reçu. Et j'ai quitté les urgences, il était 4h du matin, le tout en ayant vu le médecin 20 minutes et en ayant entendu le résultat de mes analyses. Donc c'est vraiment très compliqué à ce niveau-là. Cécile Goncalves, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit? Alors, oui et non. Effectivement, moi, je peux raconter mes épisodes aussi d'urgence en France et les temps d'attente quand on va dans les urgences. Évidemment, si on n'est pas un cas extrêmement urgent, on attend. Donc, je dirais qu'au Portugal, le Portugal est classé 12e au rang de l'OMS sur l'accès aux soins et le système de santé. Donc, c'est plutôt bien. On a deux systèmes qui ne sont pas perméables au Portugal. On a le système de santé publique où les Français qui s'installent et qui ont cotisé en France ont accès de par les conventions européennes. Effectivement, on est rattaché à ce qu'on appelle un centre de santé. On a un médecin référent, tout comme on a en France. En fonction de la gravité, pour voir un spécialiste, ça peut être un peu long. Par contre, la qualité des soins est bonne, aussi bien dans le centre de santé que dans les hôpitaux publics. On a d'autre part le système de santé privé, donc avec vraiment des hôpitaux qui sont à la pointe. On a beaucoup, par exemple, de gens de langue portugaise qui viennent se faire soigner au Portugal parce que la médecine est très compétitive et très, très bonne. Et donc là, par contre, on n'a pas de prise en charge de la partie publique. Donc en fait, on a soit des mutuelles, soit d'ailleurs, il y a des cartes. La curiosité, par exemple, c'est que moi j'ai une carte, j'ai pas de mutuelle, mais j'ai une carte continente qui est continent, qui m'exonère à 50% de mes frais, par exemple, sur certains hôpitaux. Mais le plus prudent, on va dire, c'est d'avoir une mutuelle et de faire appel donc à ces médecins qui sont conventionnés. La médecine étant un petit peu plus chère qu'en France, c'est vrai, mais globalement, dans les autres postes, on gagne tellement que voilà. Baptiste Jauvert, comment vous... Non, je reviens sur ce qu'a dit. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Et il faut savoir que, si on prend l'exemple avec la France, il faut savoir qu'on a un système de soins en France qui est quand même assez exclusif dans le monde même, puisqu'on a la possibilité de ne pas payer à chaque fois. C'est compris par la sécurité sociale. Et moi, je trouve que
qu'au niveau public ou privé, j'ai eu affaire au privé et au public, moi je trouve que ça reste dans les standards européens, comme vous disiez tout à l'heure. Je vois pas trop de soucis à ce niveau-là. Même à un certain niveau, on peut même prendre ses rendez-vous sur Internet. Et ça, je savais qu'on ne pouvait pas le faire en France avant. Enfin, au niveau technologie, le Portugal est quand même bien plus avancé que la France. Alors, un dernier conseil pour ces Français qui souhaitent s'implanter au Portugal avant de nous quitter. Un dernier conseil, non, enfin il y en a plusieurs, mais sans doute le plus important, c'est de prendre son temps, bien préparer son projet, ne pas partir uniquement pour des raisons fiscales. Le Portugal est un très beau pays où il y fait bon vivre. Et effectivement, si on décide vraiment de partir au Portugal, alors à ce moment-là, effectivement, moi je recommande fortement de se faire accompagner et conseiller pour éviter toute mauvaise surprise, notamment avec les administrations fiscales, ou portugaises ou françaises. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour parler du Portugal. Les 24 heures continuent. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire.